Bonjour à tous, mon nom est Carla Benjivengo. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. Alors, comme à l'habitude, nous sommes dans son bureau, M. Stéphane Boyer, maire de Laval. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Ça va le printemps bien? arrive, donc tout va pour le mieux. Des bonnes nouvelles. On va débuter par un sujet qui a retenu l'attention des citoyens là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. En fait, il y a eu une grosse tombée de verglas qui a mis certains foyers en panne d'électricité. 100 000 foyers à peu près à Laval. Comment la ville a réagi à cette grosse tombée de verglas? Oui, c'était probablement le plus gros incident de verglas à Laval depuis le fameux verglas de 98. Donc, c'est la moitié des Lavallois qui ont manqué d'électricité, autant les familles que les commerces. Et au total, ça leur a pris 4 jours pour rebrancher tout le monde. Donc, évidemment, ça a eu des grands impacts sur notre territoire. Mais heureusement, il y a eu beaucoup d'entraide. On a ouvert, nous, des centres communautaires, des bibliothèques, différents endroits pour que les gens puissent venir se réchauffer, charger un cellulaire, un téléphone au besoin, venir s'amuser avec leurs enfants. Et ces centres-là ont été beaucoup occupés. Par exemple, là, à la bibliothèque multiculturelle à Laval, où on reçoit environ 500 personnes par jour en temps normal, on avait 2000 personnes par jour qui venaient à la bibliothèque. Mais en soirée ou pour la nuit, très peu de gens ont utilisé les endroits qu'on a ouverts parce qu'on avait des centres où on pouvait prendre nos douches, où on pouvait dormir au chaud au besoin. C'était pas plus qu'une dizaine de personnes par nuit qui venaient, donc on sent que les gens ont quand même réussi à pouvoir s'appuyer sur des collègues, des amis, de la famille. Il y a eu de l'entraide. Oui, exactement, pour combler leurs besoins. Donc, évidemment, ça a touché beaucoup de gens. Beaucoup d'arbres, malheureusement, vont ressortir de cet événement de verglas abîmés avec des branches cassées. Là, c'est des milliers d'arbres qui ont des branches cassées. Mais très peu d'arbres qui se sont complètement déracinés. On en compte quelques dizaines seulement. En parlant justement, là, on parle d'arbres. En parlant d'environnement, il y a des annonces qui ont été tenues concernant un nouveau plan qui a été intégré, là, le plan climat. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, donc le plan climat, en fait, c'est 2 grands plans qu'on a combinés en un. Un pour réduire nos gaz à effet de serre et l'autre pour s'adapter au changement climatique. Je pense que le verglas, c'est un exemple très concret des changements climatiques. Il y a quelques années, on parlait des changements climatiques comme étant quelque chose qui allait venir un jour. Oui, là, on le vit. Là, on est rendu là. 2017, inondation record. 2019, autre inondation record. 2023, verglas. On avait eu avant ça des épisodes de grands vents qui avaient déraciné beaucoup d'arbres, des centaines d'arbres à Laval. On a dans Saint-François, le long du boulevard des Mille-Îles, il y a l'érosion sous le boulevard, l'érosion des berges qui fait en sorte que des fois, on doit fermer la rue le temps de la réparer en urgence. Donc, on vit les impacts des changements climatiques. Et pour nous, c'est important à Laval de continuer de travailler pour réduire notre empreinte environnementale, réduire la production de gaz à effet de serre et notre pollution, mais aussi de s'adapter parce que c'est une nouvelle réalité. Et si on veut continuer de bien desservir les citoyens, il faut que la ville soit prête. Donc, on a mis en place ce plan-là. Très ambitieux, plus de 276 millions qu'on va investir dans les 3 à 4 prochaines années. Et donc, on agit sur plusieurs fronts. Par exemple, pour réduire nos gaz à effet de serre, on va venir rénover beaucoup de nos bâtiments pour, par exemple, quitter le chauffage au mazout, aller vers le chauffage électrique. On va venir mieux isoler nos bâtiments pour justement consommer moins d'énergie. On va aussi mettre en place des réseaux de voitures partagées, comme Communauto, comme on voit à Montréal. Même pour nos employés, une des pistes qu'on explore, c'est plutôt que d'avoir des autos qui appartiennent à la ville, qui sont utilisées de 9 à 5, puis que le soir, ils restent là à rien faire, on pourrait avoir des voitures partagées, où les citoyens pourraient venir utiliser les voitures le soir, les week-ends. Donc, c'est des actions comme ça qu'on souhaite mettre de l'avant pour réduire notre impact environnemental, mais comme je le disais, aussi pour être mieux préparé là, pour la suite des choses. Il y a aussi la protection des milieux naturels. Laval a annoncé en mars dernier le dépassement de ses cibles en termes de protection des territoires. En quelques mots, quels sont les changements qui vont être pour la ville et pour le citoyen? Oui. Tu sais, la population grandit toujours. On s'attend à ce que le Grand Montréal accueille 300 000 nouvelles personnes d'ici 2030, donc ça va venir vite. Donc, évidemment, on doit héberger ces gens-là quelque part.
Et autrefois, comment on faisait, c'est qu'on déboisait des forêts ou on dézonait des terres agricoles pour construire de nouveaux quartiers. Mais on se rend compte qu'on ne peut plus faire ça parce que sinon, bientôt, il n'y en aura plus de forêts et il n'y en aura plus de terres agricoles. On faisait ça automatiquement, là. Ben, c'est pas mal la manière de développer les villes pendant plusieurs décennies. Il n'y avait pas de « on va essayer de garder les forêts avant ». C'est quand même fou, là, tu sais. C'est ça. Il faut penser à ça. OK. Donc là, on essaie de concentrer la construction de nouveaux logements près des boulevards, dans les quartiers déjà établis, dans le centre-ville où il y a beaucoup de centres d'achat qui doivent se redévelopper, construire un peu plus en hauteur. Puis ça va nous permettre de protéger les boisés qui sont encore existants puis nos terres agricoles. Et on s'était donné comme objectif de protéger 14 % de la superficie de l'île de Laval. On travaillait fort depuis plusieurs années, entre autres avec des règlements plus sévères pour mieux protéger ces milieux-là, mais aussi en faisant beaucoup d'acquisitions. Donc la ville, on a acheté des îles, des berges, des boisés, des terres agricoles. On a mis à jour la proportion du territoire qui était rendu protégé à Laval et à notre belle et grande surprise, on a atteint 18 %. Donc, on a dépassé notre cible. Donc, on était très contents. Ça, c'est grâce à la réglementation plus stricte qu'on a mis en place. Puis pour moi, c'est un leg qu'on fait aux prochaines générations. Une fois qu'un boisé est rasé, ça ne reviendra plus jamais à l'état naturel. On ne commencera pas à démolir des quartiers existants pour retrouver ces espaces naturels-là. Donc, c'est important de protéger ceux qui nous restent. Et évidemment, on va continuer. Moi, je dis tout le temps, je vais être agressif pour protéger ce qui doit être protégé, puis je dois être agressif sur développer ce qui doit être développé. Fait qu'à l'inverse, quand on pense que c'est un secteur qui doit être développé, quand on voit les besoins d'une habitation, je veux m'assurer que la ville, on est au rendez-vous pour émettre les permis, puis que les infrastructures vont être là, puis qu'on va être capable de faire avancer les projets de construction rapidement. Donc pour moi, c'est vraiment d'avoir une priorité claire, des objectifs clairs, puis de travailler fort dans les deux sens. Et donc ça va nous permettre, comme je le mentionnais, d'avoir des boisés qui vont être protégés. Nous l'espérons en perpétuité pour que nos enfants puis nos petits-enfants puissent continuer d'en profiter. Parce que trop c'est comme pas assez, j'imagine, autant au niveau du développement qu'au niveau de l'environnement, mais avec tous les intempéries qu'on vit, et peut-être que c'est important de se pencher sur l'environnement finalement, parce que comme vous dites, ça a été longtemps une espèce de « Ah, mais ça s'en vient, mais là, c'est là. » Puis outre ça, il y a aussi la richesse là, de pouvoir aller dans les parcs et tout. C'est une belle richesse pour une ville. Fait que... Ben oui, puis sûrement qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se rappelleront quand ils étaient plus jeunes, il y avait un boisé pas loin de chez eux qui allait faire du vélo, qui allait construire des cabanes dans un arbre, qui allait faire des mauvais coups. Moi, je me rappelle quand j'ai grandi à Vimont, il y a beaucoup de ces boisés-là qui aujourd'hui n'existent plus. Fait qu'il faut en garder quelques-uns, ça c'est important pour moi. Mais il faut continuer de construire quand même de l'habitation puis des entreprises pour accueillir tous ces gens-là. Donc, il faut apprendre à le faire différemment. Et c'est ça à quoi s'affaire Laval pour ultimement donner aussi une belle qualité de vie. C'est pour ça qu'on parle plus de densification. Densification, c'est réussir à mettre un peu plus de gens dans le territoire qui est déjà développé. Puis ça, c'est intéressant parce que ça va permettre de soutenir plus l'économie locale. Par exemple, des fois, les gens me disent « Ah, on aimerait avoir un café proche de chez nous, ou une boulangerie, ou une épicerie. » Bien, c'est sûr que s'il y a plus de clients potentiels qui habitent dans le quartier, c'est plus facile d'ouvrir une boulangerie ou un café. C'est plus facile d'avoir un autobus qui va passer régulièrement. Ça permet aussi d'amortir les coûts de construction des routes sur un plus grand nombre de personnes, donc de payer collectivement un peu moins de taxes. Donc, en densifiant, on apporte beaucoup de solutions à des problèmes qui existent. Mais c'est sûr que c'est un changement de mode de vie. Ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de maisons unifamiliales qui vont être construites. Ceux qui existent vont continuer d'exister, mais les nouvelles constructions risquent d'être des constructions un peu plus denses, plus de multilogements, des choses comme ça. Justement, parlant des nouvelles constructions, là, vous avez annoncé, ça a beaucoup fait jaser, l'interdiction du gaz naturel dans le secteur résidentiel. Pourquoi c'est important, en votre sens, d'interdire ce gaz naturel? En fait, c'est que le conseil municipal, au mois dernier, a demandé à la direction générale de travailler à élaborer un règlement qui viendrait interdire les nouvelles constructions résidentielles de se brancher au gaz naturel. Donc, en ce moment, quand on se construit une maison, on a le choix entre l'électricité d'Hydro-Québec ou le gaz naturel d'Énergir. Donc, on a le choix de se brancher sur un ou sur l'autre. Mais évidemment, le gaz naturel est beaucoup plus polluant.
Donc, ce qu'on vient dire, c'est... On ne vient pas dire à la personne qui a aujourd'hui un branchement au gaz naturel qui doit faire des rénovations pour changer sa maison. On vient juste dire pour les futures constructions, faisons le choix collectif de l'électricité qui a moins d'impact sur l'environnement. Puis ça ne touche pas non plus les industries ou les commerces, qui ça, on comprend que des fois, il y a des machineries spécialisées. On peut comprendre, par exemple, les restaurants qui vont avoir des éléments pour cuire les cuissons, les aliments qui vont utiliser gaz naturel. Donc, on sait que dans certains cas, c'est plus difficile. Mais on se dit, pour le secteur résidentiel, il n'y a aucune raison technique et c'est très facile, en fait, d'adopter l'électricité. Donc, on veut aller vers ça. Ça représente... C'est pas un impact très important dans le sens qu'il y a environ 150 maisons par année qui se construisent à Laval et qui décident de se brancher sur le gaz naturel plutôt que l'hydroélectricité. Mais on se dit, au moins, ça sera un petit pas de fait dans la bonne direction. Quelles sont les prochaines étapes là, avant l'entrée en vigueur de ce règlement? C'est d'écrire le règlement. Donc ça, c'est de définir tous les détails. À partir de quand, comment est-ce qu'on va l'appliquer, est-ce qu'il y a des exceptions qu'on doit intégrer. Donc ça, c'est vraiment de venir le rédiger. Donc, c'est de penser à quels peuvent être les impacts, des fois qu'on n'aurait peut-être pas anticipé à la base. Puis si oui, comment est-ce qu'on contourne ces impacts-là. Donc, dans les prochains mois, on espère que l'administration va nous arriver avec une proposition de règlement qu'on va pouvoir adopter au Conseil de ville. Il y a une nouvelle station de Bixi à Laval qui va être qui a été inaugurée en fait à la mi-avril. Il y a eu une nette croissance des vélos libres. Vous expliquez ça. Il y a une forte demande en fait des citoyens pour avoir des Bixi? Oui, bien, de plus en plus, le vélo est populaire. Encore plus avec les Bixi électriques, les vélos électriques, où est-ce que ça devient vraiment facile pour tout le monde, même si on n'est pas en forme, de prendre son vélo. Et Bixi, on a commencé il y a 4 ans à les implanter sur notre territoire. Au début, on avait seulement 4 stations. Là, on en a 26 cet été. Et on a vu, entre les 2 dernières années, on a doublé le nombre de passages. Quand même. L'été dernier, c'est 24 000 personnes qui ont loué un Bixi pour se déplacer sur notre territoire. Donc, on veut continuer à déployer plus de stations. C'est une question de qualité de vie, c'est une question d'agrément, c'est une question d'environnement. Moi-même, pendant la pandémie, j'utilisais beaucoup le Bixi des fois pour aller voir des amis. Quand il fait beau l'été, c'est agréable. Donc, ça permet aussi à quelqu'un qui n'a pas forcément un vélo chez lui ou une place de rangement pour un vélo de facilement avoir accès à cette alternative-là. Puis des fois aussi, c'est quand tu sors du métro, si tu dois aller chez quelqu'un de la famille qui habite pas très loin, à 500 mètres, 1 km, 2 km, tu ne veux peut-être pas prendre le bus pour ça, ou il n'y a peut-être pas de trajet d'autobus qui se rend directement, mais le vélo, c'est une option facile. Est-ce que justement, en fait, vous avez fait une annonce concernant la sécurité citoyenne dans les rues pour un meilleur partage des cyclistes, automobilistes et piétons. Est-ce que ça, en fait, parlez-nous un peu des mesures qui ont été annoncées. Ça va aider, ça va encourager les gens justement à se servir des Bixi, parce que la sécurité, c'est important aussi. On veut bien se déplacer en vélo, mais du moins qu'il y ait une sécurité pour... Bien, pour moi, puis je vous dirais pour tout le monde au Conseil de ville, la sécurité est très importante. La sécurité, au moment de se déplacer dans nos quartiers, dans nos rues, Laval est une ville familiale. Je souhaite que ce soit le meilleur endroit où élever une famille ou avoir des enfants. Donc, on a présenté un plan qui va permettre qui va venir en fait réduire la vitesse dans nos rues résidentielles à 30 km/h, qui vient aussi implanter des nouvelles mesures. Par exemple, dans les 2 dernières années, on a installé plus de 500 dos d'âne près des écoles. Là, dorénavant, on veut installer des dos d'âne près des résidences personnes âgées, de certaines résidences personnes âgées, de certaines garderies aussi qui pourraient être plus problématiques. Donc, on veut s'assurer que les gens ralentissent, surtout dans les rues locales, surtout près d'écoles, de garderies, de résidences, là où il peut y avoir peut-être plus de personnes à risque qui jouent dans la rue ou qui se déplacent, mobilité réduite. Donc, c'est vraiment une question là, d'assurer la sécurité. On ne veut pas d'accidents sur notre territoire. Puis c'est aussi une question de qualité de vie. Si ma grand-mère va prendre une marche au parc, qu'elle a la difficulté à se déplacer, moi, l'idée qu'une voiture passe à toute vitesse à côté d'elle, je pense que c'est effrayant pour tout le monde. Donc, si on peut s'assurer que les gens respectent une vitesse plus basse dans nos quartiers, je crois qu'on va tous en sortir avec une meilleure qualité de vie. Donc, c'est un plan quand même assez ambitieux qu'on met de l'avant pour protéger nos citoyens. Donc, ça va être 30 km partout sur le territoire résidentiel, en fait, sauf les grands boulevards. Donc, en effet, les rues locales, les rues résidentielles vont être 30 km/h.
les rues collectrices, donc des fois des rues importantes dans le quartier qui connectent à un boulevard, va être 40 km/h et les boulevards vont être à 50 km/h. Donc, ça va aussi permettre d'avoir une approche qui est intelligente, de ne pas passer d'un boulevard qui est aujourd'hui à 60 km/h à tout de suite 30 km/h. Oui, dans une zone scolaire. Là, c'est ça, pour que ça soit être... graduel. Ouais. Exact. Concernant le développement toujours de la mobilité durable à Laval, on a appris le grand retour des trottinettes électriques. Ça avait été comme banni à Montréal en 2020. Pourquoi que c'est de retour sur le territoire lavallois? Il y a eu une demande par rapport à ces trottinettes électriques? Oui, bien, c'est que, en effet, ça fait quand même quelques années que le concept des trottinettes électriques existe. Un peu comme les vélos Bixi, c'est de façon assez facile de se déplacer. Assez rapide, agréable. Même quelqu'un qui serait en habit comme moi, tu embarques sur une trottinette, tu peux rapidement te déplacer sans trop sans être tout en sueur forcément. Donc c'est une option, une alternative différente de la voiture ou de l'autobus. Et à Montréal, il y avait eu un projet il y a quelques années. La ville avait décidé de mettre fin au projet parce que les gens laissaient leurs trottinettes partout. Donc, ils les abandonnaient sur les trottoirs, dans les parcs. Donc, les trottinettes traînaient un peu partout à travers la ville. Donc, la municipalité ne voulait pas être prise à gérer tout ça. Il ne faut pas que tu ramènes la trottinette à la fin de l'utilisation? C'est ça, c'est pour ça. C'est comme les Bixi ou c'est moi qui rêvais à ça? Dans le fond, c'est chacun a le droit à sa trottinette électrique ou on peut la louer comme un Bixi? C'est un peu comme un Bixi. Donc, tu la loues le temps que tu l'utilises. OK. Mais à l'époque où Montréal a fait son projet, justement, il n'y avait pas le principe de la rapporter dans une base ou un lieu fixe. Mais là, les entreprises ils ont progressé, leurs façons de faire sont différentes aujourd'hui. Comment ça marche de nos jours, c'est que il va y avoir des endroits délimités au sol où on va venir dire ici, c'est un espace de stationnement pour la trottinette et les gens doivent le rapporter dans le carré. Sinon, l'application mobile continue de facturer la personne sur sa carte de crédit. Donc là, évidemment, c'est plus intéressant de laisser ta trottinette juste traîner sur un trottoir ou devant la maison de ton ami que tu es allé visiter. Donc, on espère qu'avec cette avancée technologique-là, les gens vont être plus respectueux puis qu'on va éviter les écueils que Montréal a vécu il y a quelques années. Mais c'est un test, c'est un projet pilote. Donc, on sait qu'il y a potentiellement 3-4 entreprises intéressées à participer au projet pilote. On va voir quelle entreprise applique, puis on va pouvoir tester, mettre en œuvre durant un été les différentes entreprises, les différentes technologies ou solutions proposées parce qu'elles fonctionnent tous de manière un petit peu différente. Puis on va voir. Si ça fonctionne bien, on pourra en faire un nouveau mode de déplacement permanent à Laval. Puis si ça ne fonctionne pas bien, on arrêtera le projet pilote. Mais on se dit, on reconnaît que la technologie a avancé. Beaucoup de gens aiment ça. Donc, on s'est dit, donnons la chance aux joueurs de nous convaincre. Puis on verra à la lumière du résultat du projet pilote qu'est-ce qu'on fait. La nature humaine est faite ainsi, là, dans le sens si vous mettez en partant une sanction de si tu ne ramènes pas la trottinette dans un lieu prédestiné à, on continue à facturer, c'est sûr que les gens vont bien répondre à cette demande, selon moi. C'est ce qu'on souhaite. Puis même maintenant, ils peuvent savoir si la trottinette elle est laissée debout ou couchée. Donc, il y a comme des petits GPS intégrés. Donc, certaines entreprises vont exiger que la trottinette soit debout. Il y en a même une qui offre un test pour voir si tu prends la trottinette en soirée, par exemple à la sortie d'un bar, pour être sûr que la personne ne conduise pas en état d'ébriété. Donc, il y a un alcotest sur la trottinette? C'est pas exactement un alcotest, c'est comme un petit jeu qui permet de détecter si la personne a tous ses moyens, toutes ses facultés. Ah ouais? Ouais. Oh my God! Donc, c'est ça, l'industrie a fait des grands pas dans les dernières années. C'est pour ça qu'on veut l'essayer pour voir est-ce qu'aujourd'hui ça fait du sens, est-ce que c'est mieux que c'était autrefois. C'est aussi aux gens d'être respectueux aussi par rapport à ça, parce que si on veut que notre ville nous offre des services, des moyens, des innovations, bien c'est sûr qu'en tant que citoyen, il faut les utiliser avec respect. Ça, c'est un excellent message. Si vous voulez que ça perdure, il va falloir bien l'utiliser. La Ville de Laval a nommé son tout nouveau directeur général, M. Benoît Colette. M. Colette qui avait déjà fait carrière dans plusieurs services de la Ville. Parlez-nous un petit peu de cette nomination. Oui, donc c'est ça, Laval a un tout nouveau directeur général. Puis ça, c'est important, c'est notre chef d'orchestre. Donc les élus, on arrive avec des idées, avec des projets, avec des orientations politiques, mais après ça, il faut être capable de les mettre en œuvre. Il faut que ça s'incarne dans des règlements, dans des budgets. Donc, on doit s'assurer que nos employés vont travailler de concert ensemble pour atteindre les objectifs.
On est rendu avec 4400 employés à Laval, hein, donc c'est quand même on a un gros orchestre à coordonner. Et M. Colette, mais en fait, c'est un produit local, 100% lavallois. Donc, M. Colette, c'est un Lavallois, puis il a travaillé pour la première fois de sa vie à 16 ans dans nos parcs comme moniteur. Et il a monté tous les échelons un à un il était jusqu'à tout récemment directeur général adjoint. Il s'occupait des services d'urbanisme, d'environnement et de développement économique. Autrefois, il a été aussi en charge des communications, en charge du service aussi de la vie communautaire, loisirs et culture. Plusieurs cordes à son arc. Donc, il connaît très bien la ville, il connaît très bien l'ensemble des équipes. Il a aussi il a étudié en éducation physique, il a aussi une maîtrise en gestion municipale. C'est un bon candidat. Un bon candidat. Oui. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on a entériné à l'unanimité sa nomination comme nouveau directeur général de la ville. Donc, dans les prochains mois, on va pouvoir travailler avec lui pour mettre en œuvre nos visions pour la ville, nos souhaits pour faire de Laval une belle ville où il fait bon vivre. Et en quelques mots, dans les prochaines semaines, ça sera quoi les priorités pour la ville de Laval, outre l'environnement? Évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup d'activités cet été. Là, on est pas mal dans l'année après pandémie. T'sais, cet été, on va pouvoir vivre normalement à Laval, du moins plus normalement que dans les dernières années. À quelle saison estivale les Lavallois peuvent s'attendre? Bien, évidemment, on espère un grand retour dans nos parcs, les événements culturels, les ondes musicales, le show de la Saint-Jean qui s'en vient. L'année dernière, il y avait 50 000 personnes rassemblées au Centre de la nature. C'était de toute beauté. La fête de la famille, la course des pompiers. Donc, beaucoup d'événements sur notre territoire. Donc, on veut profiter de l'été, on veut que les gens en profitent. Sinon, je vous dirais, pour moi, j'ai encore ce qui me préoccupe beaucoup ou qui prend beaucoup de mon attention, c'est que je sais que la situation en ce moment, elle est fragile. L'inflation est très élevée. Pour les entreprises, c'est difficile. Ils continuent à avoir des problèmes de main-d'œuvre. Et donc, autant pour les familles que pour les entreprises, on sent que beaucoup de choses ont changé depuis quelques années. Puis des fois, on tente encore de trouver nos repères. On le voit dans le marché de la construction, entre autres, où est-ce qu'il manque de logements, le prix des loyers explose, mais c'est difficile de construire de nouveaux logements parce que justement les taux d'intérêt sont très élevés, pénurie de main-d'œuvre dans la construction, des fois difficile de s'approvisionner dans les matériaux. Donc pour moi, c'est certain que je vais porter une grande attention, malgré la saison estivale, où on est là pour avoir du plaisir. Ouais. Pour les vacances, moi comme maire, je vais quand même m'assurer qu'on garde un œil de près sur la situation avec l'inflation, la situation économique. Pensez-vous qu'on va s'en tirer d'une façon, on va dire, acceptable de toutes ces inflations, autant au niveau des familles que des employeurs, que des commerçants? Est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel? Bien honnêtement. On voit que les prix de l'habitation se sont stabilisés. On voit que l'inflation s'est stabilisée. Donc, ça l'augure bien. Une fois que les taux d'intérêt vont diminuer un peu, est-ce que les prix vont... Bien là, des fois, il y a des corrélations qui ne sont pas toujours directes, mais en tout cas, ça regarde bien pour la suite des choses. Là. Okay. Le fait que déjà la situation est plus stable. Mais moi, je me dis toujours, il ne faut pas prendre pour acquis quand ça va bien. Donc, pour moi, c'est un point de vigilance là, à garder. Un peu comme l'environnement, l'économie, il faut essayer d'agir en amont le plus possible, j'imagine. Puis ça, il faut comme essayer de... Je ne sais pas si vous avez une boule de cristal sur votre bureau, mais il faut comme essayer de prévoir qu'est-ce qui va arriver pour être capable d'agir. Puis ça, c'est... Bien, puis une ville, c'est un milieu de vie. Hein? Puis un milieu de vie, ça n'a pas juste une dimension, ça en a plein. C'est le développement social, c'est le développement économique, c'est le transport, la mobilité, c'est la sécurité. C'est les enfants, la famille, les études. Donc, on doit conjuguer tout ça, avoir une vision cohérente de comment tout ça va travailler ensemble, s'arrimer. Et agir sans non plus avoir des levées, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toutes la même opinion. Ça, c'est certain. Tout le monde a des différences d'opinion. Donc, si on prend une décision, on est certain que c'est la bonne décision. On fait une annonce, boum. Il y a des gens qui se lèvent. Non, ça, c'est pas correct. Là, on recule d'un pas. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de faire plaisir à tout le monde, mais en agissant pour le mieux pour la ville. Puis moi, je dis toujours, on peut jamais plaire... C'est quoi vous dites toujours? Vous dites... on peut jamais plaire à 100% des gens. Peu importe la décision qu'on va prendre, il y aura une certaine proportion qui auraient pris une décision différente. Puis c'est normal, puis c'est correct, c'est la vie.
Puis après ça, on prend des décisions aussi sur des centaines de sujets. Donc, certains qu'en politique, l'attention est beaucoup sur les décisions qui sont moins consensuelles, où il y a une partie de la population qui va être plus grande, qui va s'opposer à l'idée. Mais moi, comme maire, ce qui est important, c'est de garder en tête la globalité de la ville, de tous les besoins, de garder en tête, OK, quand on prend une décision, est-ce que ça fonctionne avec les finances de la ville? Est-ce que ça fonctionne sur le plan légal? Est-ce que je pense que ça va apporter une solution à mes citoyens? Comment est-ce que ça va être reçu politiquement ou médiatiquement? Puis ensuite, chacune des actions qu'on fait dans des domaines, bien, des fois, on s'en rend pas compte, mais il y a des liens aussi à faire sur d'autres domaines. Donc, j'essaie de garder cette vue d'ensemble-là sur la ville pour prendre des bonnes décisions. Mais moi, le soir, même si c'est pas 100% des gens qui sont d'accord avec une décision, si je me dis dans mon cœur, je sais que j'ai pris ce que je crois être la bonne décision, je dors bien la nuit avec ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance. Il ne faut pas non plus être paralysé par la peur que ce ne soit pas une idée qui soit 100% consensuelle. Merci infiniment d'avoir été avec nous encore pour cette émission en direct du bureau du maire. Et on vous souhaite une bonne fin de journée sur les ondes de Ma TV Laval. Mon nom est Carla Benjivengo et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission en direct du bureau du maire avec Stéphane Boyer. Merci. Merci.